Il y a eu une certaine époque, enfin, il y a peu de temps encore, une sorte d'espoir d'espoir éducationnel, si je puis dire, dans la mémoire, dans la transmission de la mémoire. Cet espoir est vain. Ouais, moi, je pense que il y a là-dessus de grosses illusions, euh, dont d'ailleurs d'aucuns profitent. Mais moi, personnellement, je suis extrêmement pessimiste. Je ne comprends pas très bien l'usage qui est fait du mot mémoire, qu'on utilise d'ailleurs pour le moment à tout bout de champ, sans trop savoir ce qu'il recouvre. Et la plupart du temps, d'ailleurs, on fait une première confusion qui est de confondre la mémoire, qui est un organe de fabrication, je dirais, et son résultat, qui est le souvenir. La plupart du temps, on emploie un mot pour l'autre. Alors pour en venir à la mémoire aux Alouettes, au niveau de la structure du film, tu ne respectes pas du tout, enfin tu décides en tout cas de ne pas respecter l'unité de temps, de lieu et d'espace. Il y a aussi dans la déclaration, dans la note d'attention du projet, la volonté que le spectateur ne s'identifie pas au personnage. Est-ce qu'il y a un rapport entre ces choix et la mémoire elle-même, la structure de la mémoire elle-même? Oui, sûrement. Sûrement. Je pense que si nous avons respecté les trois unités dans le Klinkart, c'est parce qu'il s'agissait d'une histoire tout à fait linéaire qui pouvait se passer en un jour, qui était le premier jour de travail de la petite fille. Et ça correspondait aussi à ce qui pouvait se transmettre du vécu des protagonistes. En ce qui concerne la mémoire aux Alouettes, c'est extrêmement différent, c'est totalement éclaté, et dans le temps et dans l'espace. Mais c'est très exactement comme ça que travaille la mémoire. La mémoire accumule des bribes de faits, des bribes de choses qu'elle enregistre. Elle fait un choix, elle fait un tri dans toutes ces choses. Elle en rejette certaines, elle en garde d'autres. Rien ne dit qu'elle garde d'ailleurs les choses importantes. Peut-être qu'elle rejette des choses extrêmement importantes, c'est possible aussi. Et finalement, ce qui se grave en forme de souvenir, c'est tout ce travail qui a été fait. Et le film est construit très exactement de la même manière. Et je dirais que le travail d'éclatement et de reconstruction du film est confié au spectateur. C'est le spectateur qui va devenir le souvenir de tout ce travail qui a été fait dans le film. Mais le film, il fonctionne exactement comme fonctionne la mémoire, c'est-à-dire d'une manière éclatée, désordonnée et un peu aberrante. Et alors au niveau justement de cet éclatement, aussi dans la note d'attention de ce film, tu dis que un film est achevé dans le rapport égalitaire entre le spectateur et le film lui-même, et non pas dans le récit. Absolument. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une frustration du spectateur qui serait privé de récit? Qui serait privé de récit. Mais j'ai pensé déjà ce que tu dis là à propos de la fleur maigre. Pour moi, la fleur maigre en soi ne veut rien dire. La fleur maigre devient quelque chose dans les rapports entre le spectateur et le film. Ce qui est donné et ce qui est rendu. Je pense que c'est la somme des deux qui fait que le spectacle devient une espèce de communion collective. Et je vais plus loin, je dirais, dans le
dans l'histoire de la mémoire aux Alouettes, dans la mesure où je livre en vrac des données. Elles sont dispersées dans le temps et dans l'espace, et c'est le spectateur qui refait, comme la mémoire le fait, un tri. Elle refait aussi une cohérence, et de là, dans son dialogue, je dirais, avec ce qui se passe sur la toile, il refait alors l'ensemble du film. Mais ce film est enrichi par son propre rapport. Mais et déjà sans le vol de la fleur maigre, il y a aussi un hors-champ formidable qui est le travail. Le travail n'est jamais montré, mais il est constamment présent. Oui. Est-ce que je dirais le secret du film, l'intérêt du film, c'est la dynamique du film, c'est pas justement ce hors-champ le fonctionnement de ce hors-champ qui est constamment présent avec l'action du film, qui est justement l'absence de travail, mais les signes du travail. Du travail que l'Italien ne va plus faire puisqu'il s'en va, du travail que ses enfants sont appelés à faire, et du champ du travail lui-même sur lequel ses enfants jouent, le terril par exemple. Oui, tout ça est vrai. Le travail est tout à fait présent, mais il est quelquefois aussi montré. Il y a un seul exemple, et c'est tout à fait intentionnel, c'est la remontée de la cage. Il y a une remontée de cage avec, je crois, 9 ouvriers, dans lesquels il y a le père d'un des jeunes qui l'attend. Et là, le travail est montré, enfin, le trajet du travail, disons. Et la cage est aussi pointée, c'est pointé un élément tragique aussi. Voilà. Et il y a des indications très précises sur la dangerosité du travail, le fait que c'est un travail extrêmement dangereux, la cage dans laquelle prennent place ces ouvriers est une cage qui n'a aucune protection, ni devant, ni derrière, ni à gauche, ni à droite. Ils descendent à je ne sais quelle vitesse, à 800 mètres plus bas, mais ils n'ont aucune protection. La seule protection qu'ils ont, c'est une grande chaîne qui les relie à un crochet au-dessus. Et là, je dirais qu'un aspect du travail est montré, et nous pensons qu'il est suffisamment éloquent que pour symboliser l'ensemble du travail, pour attirer l'attention, ou l'ensemble du travail dont on a des traces partout dans le film, comme tu le disais, les gosses qui jouent sur des déchets de charbon et des choses comme ça.